faut régler votre micro, votre casque. On parle, et puis voilà. Ah oui, C'est vrai que j'ai un métier, moi. Il y a Christophe qui est là. Jennifer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Bienvenue dans notre émission et suivez-nous soit en FM 98.0 avec Radio Anguin ou alors en vidéo live via Facebook. Et puis bien sûr, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Bar de l'économie évidemment. Alors aujourd'hui, tri des déchets, recouvrement, une manière de payer de façon sécurisée avec un paiement en multidevises. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Catala. Bonjour. Bonjour Florence. Je me suis trompée. Jean-Michel Caletta, désolé. Vous êtes le directeur territorial Île-de-France des services aux collectivités de Suez, recyclage et environnement, car c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. À nos côtés, Philippe Bernis, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le patron créateur de Direct Recouvrement, une plateforme digitale en recouvrement de créances, et vous venez de créer le label Business Bonne Pratique, car seulement 36% de bons payeurs en France, 56 milliards d'impayés et 16 000 dépôts de bilan dus aux impayés. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et cerise sur le gâteau, vous êtes installé en Val d'Oise. À nos côtés, Jennifer Boss, bonjour. Bonjour Florence. Jennifer Boss, vous êtes la directrice des ressources humaines de IBAN First, un acteur international des services financiers qui fournit une plateforme dédiée aux transactions multidevises. Une manière d'ailleurs d'un paiement sécurisé, on en parlera un petit peu ensemble tout à l'heure. Et puis bien sûr, on va parler recrutement toutes les deux. Mais tout d'abord, comme d'habitude, les infos du jour. Alors la première info, c'est un hommage au Lions Club d'Argenteuil et de Sannois, présidé par François Poletti, qui s'implique dans le suivi des patients atteints du Covid. Ils ont le club d'Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis et le club de Sannois, Herblay, La Frette-sur-Seine ont loué 2 véhicules pour l'hôpital d'Argenteuil dans le cadre de l'hospitalisation à domicile de 70 patients pour permettre un passage journalier avec 2 infirmières, ce qui libère bien sûr les lits en réanimation. Alors la demande émanait de l'hôpital d'Argenteuil le jeudi 12 novembre et grâce à la réactivité de la société de location Salva, une filiale de Renault Argenteuil, 2 Twingo ont été mises à disposition dès le lundi suivant et pour des infirmières bien sûr et pour un délai d'1 mois. Alors si vous êtes un établissement médical privé ou public, vous pouvez faire appel au Lions Club pour une demande similaire et c'est pour ça que je leur faisais un hommage. Autre info du jour, le Covid, bien sûr. La semaine dernière, je vous informais de l'avance des travaux de recherche dans le vaccin contre la Covid-19 par les 10 labos mondiaux. L'inconvénient du vaccin Pfizer, comme je vous l'avais dit, est que sa conservation à moins 80 degrés va empêcher pas mal de transports. Alors pour y remédier, ce week-end, Pfizer et BioNTech préparent une nouvelle version sous forme de poudre. Cette fois, ce qui va bien sûr baisser les coûts de transport et de conservation, entre autres. Et c'est bien le français Delpharm qui va produire ce vaccin pour l'Europe dans son usine normande de Saint-Rémy-sur-Avre, à 75 km de Paris. Une aubaine, bien sûr, pour cette zone. La technologie du vaccin, je vous l'ai annoncé, c'est l'ARN messager. Si vous ne savez pas ce que c'est, réécoutez nos émissions de la semaine dernière sur notre plateforme bardeléconomie.fr ou sur notre chaîne YouTube. Où en est la Chine qui travaille, bien sûr, à la convection d'un vaccin depuis ce printemps? Son candidat vaccin du laboratoire chinois Sinovac vient de publier son résultat, les phases 1 et 2 des essais cliniques, bien sûr, de son Coronavac, c'est comme ça qu'il va s'appeler, dans The Lancet. La phase 3 a débuté en septembre, et notamment en Turquie et au Brésil. Sa technologie repose sur le même principe que les premiers vaccins de l'histoire. Les vaccins, sa technologie, c'est des vaccins vivants atténués qui consistent en une injection d'une version affaiblie du SARS-CoV-2 pour stimuler le système immunitaire. Alors,
Pourquoi ont-ils choisi cette technologie? Eh bien, tout simplement parce que le laboratoire chinois commercialise déjà 3 vaccins contre l'hépatite A, B et la grippe, et que cette technologie confère une protection de longue durée, à tel point qu'ils sont parfois d'ailleurs déconseillés chez les patients immunodéprimés comme ceux atteints du sida. Mais cela reste à confirmer, bien sûr, pour ce vaccin en phase 3 nommé Coronavac, donc le vaccin chinois. Je vous rappelle que ce sont les Asiatiques qui ont envoyé les virus grippaux, la grippe espagnole de 1918 à 1919, en 3 phases, comme la Covid. 50 millions de morts dans le monde quand même et 400 000 en France. On dit même que l'armistice du 11 novembre est dû à l'hécatombe dans les troupes germano-autrichiennes et dans les usines qui fournissaient le matériel militaire. La grippe asiatique, elle, en 57, 2 millions de morts dans le monde et 100 000 en France. La grippe de Hong Kong, de 68 à 70, 1 million de morts dans le monde, chiffre OMS bien sûr, et 40 000 en France, 50 000 en 3 mois aux USA avec la Covid. Donc la différence est cette fois qu'il s'agit d'un virus de laboratoire. Alors Jean-Michel, quel état ça vous fait réagir mes infos ou cette pandémie? Oui, évidemment, ça fait réagir chacun d'entre nous, je pense. On est tous dans l'attente. On vit une deuxième vague qui est beaucoup plus intense que ce qu'on avait prévu. On la vit chacun à notre façon. Et dans nos différents métiers, on est plus ou moins impacté. Nous, dans les déchets, évidemment, au même titre que tout le personnel hospitalier au printemps, nos opérateurs de collecte des déchets ont été salués. Nos opérateurs dans les usines de tri et de traitement des déchets. Et on est tous inquiets aussi pour nos personnels, donc évidemment ça crée beaucoup d'attentes et on espère que ça va aller très vite maintenant. À l'antenne, effectivement, au printemps, je les ai salués parce qu'il fallait leur rendre hommage aussi. Bien sûr, il y avait le personnel hospitalier, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent et qu'on ne voit pas, et notamment les déchets, puisqu'on retrouve des traces de virus dans nos déchets et dans les eaux usées, justement. Philippe Bernis, vous voulez réagir? Écoutez, moi je retiens en tout cas les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ce sont effectivement tous ces vaccins qui sont développés aux États-Unis, en Europe et en Chine. Donc tout ça participe effectivement à cette collaboration internationale et c'est plutôt de bon augure. Alors après, quel vaccin sera plus efficace ou quel sera le vaccin qui sera commercialisé? J'ai envie de dire peu importe, du moment qu'on ait trouvé une solution, qu'on sorte un peu de tout ça le plus rapidement possible. De ce confinement, vous voulez dire? Du confinement, oui, complètement. Et puis que l'économie reparte enfin. Enfin, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, autre info du jour, c'est important, c'est cet élevage de visons contaminé par le coronavirus en France et en Eure-et-Loire. L'un des 4 encore présents sur le territoire national a annoncé le ministère français de l'Agriculture ce week-end. La totalité des animaux, 1000 encore présents sur l'exploitation, a été on a demandé à les tuer. Pourquoi? Eh bien, parce que le virus mute s'il passe du vison à l'homme. Alors, des analyses sont encore en cours dans les 2 autres élevages français et les résultats sont attendus dans le courant de la semaine. Ce type de contamination de visons, souvenez-vous, je vous en ai parlé, par le SRAS Covid-2 bien sûr, avait été observé au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède et c'est la première fois qu'on le voit en France. Autre infection, on en parle un petit peu moins, c'est la grippe aviaire. Eh bien, cette fois, 190 000 poulets ont été abattus aux Pays-Bas, car une souche contagieuse de la grippe aviaire a nécessité des mesures draconiennes dans au moins 2 élevages de volailles, a annoncé le ministère de l'Agriculture également, non loin de Gouda, à l'ouest des Pays-Bas, et l'autre dans le nord des Pays-Bas. Dans ces 2 cas, les autorités ont soupçonné une souche hautement contagieuse transmise par les oiseaux migrateurs. Autre info du jour, c'est un espoir de déconfinement progressif en 3 phases pour tous. C'est ce que devrait annoncer le président de la République demain soir. Tant mieux pour le moral des Français, puisque 1 Français sur 5 n'a pas le moral. Pour les commerces, tant mieux également, car ils vont pouvoir diviser par 2
Ils vont devoir diviser par 2 le nombre de personnes présentes dans les magasins, mais ils vont enfin, en tout cas on espère, pouvoir réouvrir. La jauge serait d'une personne pour 8 mètres carrés de surface, ou alors un même groupe familial à l'intérieur d'un magasin, contre 4 mètres carrés avant le reconfinement, y compris dans les hypermarchés, d'après Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, qui indique avoir travaillé sur un élargissement des horaires d'ouverture des magasins et sur le fait de pouvoir ouvrir tous les dimanches jusqu'à Noël et peut-être plus en janvier si possible, là aussi pour permettre d'étaler les flux, mais aussi pour rattraper le chiffre d'affaires. Et le ministère du Travail va ouvrir des consultations au sujet du travail le dimanche et des horaires élargis. La mise à disposition de gel hydroalcoolique, bien sûr, à l'entrée de chaque magasin sera obligatoire, ainsi que le marquage au sol, mais aucun sens de circulation ne sera mis en place. Là où c'est possible, comme dans les salons de coiffure ou dans les concessions automobiles, les commerçants sont incités à accueillir les clients sur rendez-vous. Mais ce ne sera pas obligatoire, le choix sera laissé aux commerçants. Attendons bien sûr demain l'allocution du président Emmanuel Macron. Donc je pense que là vous êtes tous contents. Jennifer, vous êtes content peut-être que tous les commerces rouvrent? Alors, je pense que d'une part, c'est une très bonne nouvelle pour les commerçants puisque ça va permettre d'amoindrir l'impact économique que ça avait pour eux. Je pense que ça va avoir un impact positif sur le moral des Français également et de nos collaborateurs en tant que directrice des ressources humaines. Maintenant, ce que je note, c'est que le télétravail demeure obligatoire jusqu'à la fin de l'année et que ça nécessite une vraie réorganisation des entreprises. Alors, depuis le début de l'année, on a commencé à bien s'y préparer, mais c'est vrai que beaucoup de collaborateurs voudraient pouvoir travailler depuis leur bureau et pouvoir communiquer davantage avec leurs collègues. Finalement, on en parlera tout à l'heure ensemble, le télétravail, ça n'est peut-être pas la panacée pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Jennifer Boss. Autre info du jour, le gouvernement a voté la baisse du barème de l'impôt, souvenez-vous, sur le revenu dans la loi de finances 2020 et au profit des ménages les plus modestes. Et cette baisse a été appliquée dès janvier 2020 du fait du prélèvement, grâce en fait au prélèvement à la source. Et bien, cette mesure a bénéficié à 17,3 millions de foyers fiscaux pour un montant de 5,2 milliards, soit une baisse d'impôt en moyenne de 300 € par ménage. C'est Olivier Dussopt, ministre délégué des comptes publics, auprès de Bruno Le Maire, qui nous l'annonce. Et dans la région Île-de-France, plus particulièrement, ce sont 3,6 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié d'une baisse d'impôt pour un montant total de plus d'1 milliard d'euros, soit une moyenne de 291 € par ménage. Et pour le Val d'Oise en particulier, 337 000 et un peu plus foyers sont concernés pour un gain moyen de 314 €. Alors, autre info du jour dont j'avais envie qu'on nous parle ensemble ce matin, c'était la réalité. On a fait grand bruit sur la 5G. Alors, la réalité de la 5G en France, eh bien, en théorie, car c'est la 5e génération de standards en télécommunications mobiles et elle devrait être 100 fois plus rapide que la 4G pour répondre à la demande croissante des données avec l'essor des smartphones et objets communicants connectés au réseau. Pourtant, si les opérateurs ont dépensé 2,8 milliards d'euros pour s'offrir les fréquences nécessaires au déploiement de leur réseau 5G, ils vont sans doute mettre encore à peu près 5 ans ou peut-être plus pour déployer leur réseau. Pour le grand public, il faudra des smartphones compatibles et seuls 3 le sont en ce moment. En plus, il n'existe que 500 sites mobiles en 5G en France, tous répartis dans 9 villes sélectionnées par les autorités. Il s'agit de Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Rouen. Seuls Orange et Bouygues Télécom ont déjà annoncé le coût de leur premier forfait estampillé 5G, avec bien sûr un surcoût. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déjà fait part de ses velléités de mutualiser ses équipements avec Free, qui vient de boucler un tour de table de 300 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement pour intensifier le déploiement de ces réseaux 4G et 5G. Alors pour les entreprises, la question posée par la 5G est de savoir pour quels usages l'exploiter en premier, car c'est une technologie, bien sûr, ce qu'on a dit de rupture, vous savez bien le mot disruptif, mais qui ne sera pas disponible partout et tout de suite. Je viens de vous expliquer pourquoi. Alors dans l'ordre, le débit arrivera en premier, puis la faible latence et enfin les infrastructures le supporteront,
quand la capacité sera à gérer jusqu'à 1 million d'objets par kilomètre carré. On entre donc dans une phase de ROI, retour sur investissement, pour les utilisateurs, le grand public bien sûr, et les entreprises et même les collectivités publiques. Et il faut l'imaginer avec un objet connecté en temps réel qui pourra, si besoin, nous envoyer des flux de données vidéo pilotables à distance. Alors, toute machine dans une usine peut répondre à ces critères. C'est donc dans l'industrie 4.0 qu'il faudra aller chercher la majorité de ces premiers usages pertinents de la 5G. Mais dans la voiture autonome, eh bien non, elle n'en a pas besoin. Tesla l'a démontré à grande échelle. Pour Greensea, la 5G sera un marché de niche dans les prochaines années. En attendant, eh bien, les entreprises sont plutôt demandeuses de la fibre parce que ce n'est qu'en 2022, en tout cas on l'espère, que la France devrait presque totalement couvrir son territoire. Alors en avez-vous besoin, Jennifer Boss? En avez-vous besoin de la 5G ou attendez-vous plutôt la fibre? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce qu'on est amené à la fois à utiliser son ordinateur et l'Internet et également son smartphone. De plus en plus de collaborateurs donc, sont amenés de façon obligatoire à télétravailler. Et de plus en plus de collaborateurs ne souhaitent pas être confinés en région parisienne ou près des grandes métropoles, mais plutôt en province pour se rapprocher de leurs proches. Et on constate beaucoup d'inégalités justement sur les équipements en termes de fibres ou même de 4G aujourd'hui. Il y a beaucoup de régions qui sont encore uniquement en 3G. On est amené à réaliser beaucoup de visioconférences toute la journée et faire beaucoup de partage de documents. Et ça devient très compliqué au quotidien de pouvoir gérer tout ça. Donc je pense que ce serait bien de pouvoir mettre en avant les régions qui sont aujourd'hui dépourvues de fibres. Merci beaucoup Jennifer Boss. On va demander la même question à Jean-Michel Caletta. Est-ce que c'est important pour vous la 5G ou préférez-vous la 4G ou la fibre? Je répondrai de la même façon. Je pense que les deux sont importants et elles se situent probablement pas dans le même pas de temps. La 5G, c'est une avancée technologique plutôt récente. On a du mal encore à percevoir tous les impacts. On sent probablement un très haut potentiel pour toutes les activités qui sont liées à la gestion à distance. Donc je pense qu'il va y avoir un temps de mise en œuvre. Après sur la fibre, et ce temps on l'observe déjà sur la fibre, et c'est plutôt là qu'on a des attentes aujourd'hui. Les entreprises aujourd'hui signent des accords de télétravail, c'est notre cas, on n'était pas du tout dans une culture de télétravail jusque-là. Et qui dit télétravail dit besoin de pouvoir se connecter rapidement, de télécharger, de travailler en Teams à distance. Et tout ça, sans la fibre, ça devient effectivement assez compliqué. Donc, dans l'ordre, je dirais, finissons la fibre. J'espère que 2022, c'est une échéance réaliste. Quand on regarde la carte aujourd'hui de France fibrée, il y a du boulot encore. Et la 5G, s'il y a du potentiel derrière, oui. Il y a du boulot même en région parisienne. Donc on attend tous la 4G et la fibre effectivement pour pouvoir travailler correctement en fait, tout simplement. Merci beaucoup pour vos commentaires. Les dernières infos du jour, eh bien, c'est annoncé également ce week-end. Il y a eu beaucoup de choses, vous voyez, ce week-end. Pas de crime d'écocide, mais un délit d'écocide pour punir les atteintes à l'environnement, contrairement aux souhaits des 150 citoyens de la Convention pour le climat. Alors, ce délit d'écocide vise à prévenir et à sanctionner les atteintes graves à l'environnement. Il va être créé, ont annoncé le ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Nous allons créer un délit général de pollution. Les pénalités seront modulées en fonction de l'intentionnalité de l'auteur. Les peines encourues vont de 3 ans d'emprisonnement à 10 ans d'emprisonnement, selon qu'on est en présence d'une infraction d'imprudence, de violation manifestement délibérée d'une obligation et la plus lourde, d'une infraction intentionnelle, a déclaré Éric Dupond-Moretti. Les amendes qui se veulent dissuasives iront de 375 000 € à 4,5 millions d'euros. Autrefois, vous polluiez, vous gagnez. Demain, vous polluerez, vous payerez jusqu'à 10 fois le bénéfice que vous aurez fait si vous avez jeté vos déchets dans le fleuve. C'est ce qu'a annoncé le garde des Sceaux. Un deuxième délit de mise en danger de l'environnement devrait aussi voir le jour. Les sanctions pourraient s'appliquer, y compris quand la pollution n'a pas encore eu lieu, a précisé donc le ministère de la Transition écologique. Le texte vise à pénaliser la mise en danger délibérée de l'environnement
par des violations délibérées d'une obligation, souligne Dupond-Moretti, notre ministre, dans le JDD. La peine encourue est d'1 an de prison à 100 000 € d'amende. Et dans chaque cour d'appel, il y aura un tribunal spécialisé, compétent tant en matière civile que pour l'indemnisation des préjudices, par exemple, donc qu'en matière pénale. La Convention citoyenne pour le climat, je vous rappelle, a été constituée en octobre 2019 à l'initiative du chef de l'État. Elle a regroupé 150 citoyens tirés au sort dans le but de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et elle a proposé 149 mesures à Emmanuel Macron, qui s'est engagé à en reprendre tout de même 146. Alors Jean-Michel Caletta, je pense que là, on est tout à fait dans votre sujet. Oui, alors c'est un débat toujours difficile, parce que, comme vous le soulignez, qui dit délit, qui dit sanction. Et on voit bien que ces sanctions, elles peuvent être lourdes, ce sont des sanctions pécuniaires, voire d'emprisonnement. Moi, je ne suis pas un fan de la sanction de manière générale. Je pense que sur les sujets d'environnement, il faut plutôt avoir une approche pédagogique. Ça passe plutôt par là, par l'éducation des jeunes notamment. Après, sur cette mesure, j'y suis finalement plutôt favorable parce que la réalité nous le rappelle tous les jours et de plus en plus. On a aujourd'hui, en particulier en Ile-de-France, qui est une zone très, très urbanisée, on a ces 10-15 dernières années une recrudescence absolument faramineuse des incivilités, de dépôts sauvages de déchets, commis par qui? Par des usagers, par des entreprises du bâtiment, on ne sait pas. Et cette graduation du délit et de la sanction me paraît proportionnée. Alors il faudra que ce soit proportionné évidemment, mais ça me paraît tout à fait juste. On a manifestement, dans beaucoup de cas aujourd'hui, des actes qui sont intentionnels. Et dans ces cas-là, effectivement, je pense que la notion de délit et donc de sanction est tout à fait appropriée. Merci beaucoup Jean-Michel Caletta pour votre commentaire. Je rappelle que vous êtes directeur territorial Île-de-France des services aux collectivités de Suez, recyclage et valorisation. On va tout de suite faire une première pause musicale et puis ensuite on poursuit dans notre premier sujet du jour, donc le traitement des déchets. Si vous voulez entendre la musique, il faut garder le casque. Je me suis fait pirater là, ça y est. Je me suis fait pirater ma boîte mail. Aïe. Ah, faut tout de suite changer le mot de passe. Ouais. Oh, c'est chiant ça. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ou quelque chose comme ça? Non, ça va, merci. Par contre, Non. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. par contre, il faut le boire à l'extérieur. Oui, d'accord. Voilà, Ah oui, pardon. ici. Mais ça partait d'une bonne intention. Ouais. Merci. Paramètres. On est en avance. C'était Louane. Désolé. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette jolie pause musicale. On aime bien Louane et c'était un de ses derniers titres, bien entendu, qui s'appelle « Désolé, acheter son disque, les artistes ont besoin de notre soutien ».
Donc télécharger, c'est vrai je dis disque, mais finalement maintenant tout le monde télécharge. Alors aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Jennifer Boss, directrice des ressources humaines chez IBAN First, de Philippe Bernis, directeur de Direct Recouvrement, et puis de Jean-Michel Caletta, directeur territorial Île-de-France des services aux collectivités de Suez, car cette semaine, c'est la semaine du tri des déchets, de la valorisation, comme on dit, et c'est une semaine européenne. Alors justement, Jean-Michel Caletta, vous avez chez Suez, on va parler de cette étude, parce que vous dites que 33% des franciliens ont modifié leurs pratiques, donc pour une fois, on va les féliciter, c'est bien ça? Bah oui, je pense qu'il faut les féliciter. C'est plutôt encourageant. Et puis ça confirme qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante sur la nécessité de réduire ces déchets. Alors donc, vous dites que est-ce qu'on peut un petit peu détailler si, par exemple, la crise sanitaire a fait prendre conscience aux Français qu'il fallait mieux trier? Alors, on a réalisé un sondage, en fait, justement dans cette période de Covid. On s'est dit, en fait, qu'on a tous constaté que nos comportements dans notre vie privée, dans nos vies professionnelles ont été impactés par la crise sanitaire. Et on mentionnait tout à l'heure, nos équipages, nos opérateurs de collecte ont été au rendez-vous pendant cette crise sanitaire. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la réduction des déchets? On avait une crainte d'ailleurs, pendant la première vague, c'est que les usagers arrêtent les gestes de tri chez eux. Ce qui ne s'est pas produit finalement, ce qui était une très bonne nouvelle. Et ce sondage, on s'est dit, on va faire un sondage pour voir un peu comment les gens réagissent par rapport à ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui est confirmée. Et puis, il y a un autre chiffre assez important, c'est 2/3 des sondés qui considèrent que réduire ces déchets, c'est plutôt facile. Alors après, il y a toujours un mais, comme dans tous les sondages, c'est l'intérêt des sondages, de confronter plusieurs questions et de superposer plusieurs questions. Donc c'est facile, mais en même temps, près de la moitié nous disent qu'ils ne savent pas trop finalement comment s'y prendre, quelles actions sont prioritaires, et puis une grande partie aussi qui nous dit c'est quand même pas facile. C'est compliqué, il y a beaucoup de... On en parlera dans quelques minutes, parce qu'effectivement, il y a maintenant beaucoup de bacs avec des couleurs différentes, et donc ça peut sembler compliqué, d'autant que j'imagine quand on est dans un immeuble. Mais les Français, en tout cas c'est ce que j'ai noté dans votre étude, vous dites que finalement les Français estiment que ça devrait venir des industriels parce qu'ils mettent trop d'emballage. Le sujet des emballages... Mais c'est même à 85%, vous dites dans votre étude. Il y a un chiffre très important de 85% des sondés qui considèrent qu'effectivement on a toujours aujourd'hui beaucoup trop d'emballages. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Lorsqu'on fait ces courses à titre privé, on le voit bien, on est toujours choqué par ce chiffre. Alors après, comment réduire les emballages? Sur certains sujets, c'est le cas de l'eau par exemple, on a plus de 50% des sondés qui confirment acheter de moins en moins d'eau en emballage, en bouteille plastique. Bon, c'est un chiffre déjà important, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc c'est intéressant ce type de résultat, parce que ça nous incite aussi, nous, industriels, à aller plus loin dans la démarche, par exemple sur l'eau. C'est ce qu'on fait en Île-de-France, des actions très fortes entreprises pour la décarbonatation de l'eau, pour qu'il y ait moins de calcaire, et pour inciter davantage les usagers à consommer l'eau du robinet. Sur les déchets, il y a la tendance du vrac et des circuits courts qui, elle, en revanche, est beaucoup moins développée. C'est seulement 20% des usagers qui confirment acheter des biens en vrac. C'est peu. Donc là aussi, ça amène à des réflexions. On lance par exemple des initiatives de plateformes digitales. On en a une qui s'appelle Loop, qui est une plateforme en fait de e-commerce qui propose de livrer à domicile des biens de consommation dans des emballages réutilisables. Et ça, c'est la partie d'initiative que nous, on peut tout à fait promouvoir. Donc finalement, c'est comme quand on va au marché, en fait, on vient avec ses contenants, et puis on se fait... Vous êtes livré chez vous avec voilà. des contenants réutilisables ou consignés. Et puis c'est beaucoup plus sain, effectivement, et ça évite, à la limite, de trier. Alors, ça, le vrac, c'est une bonne solution, évidemment. L'eau, consommer de l'eau du robinet, vous l'avez dit, c'est aussi une manière de réduire
ses consommations d'emballage. Et le réemploi, finalement, au lieu de tout jeter tout le temps, est-ce que ça, c'est pas aussi une bonne technique? Oui, le remploi, là, j'étais surpris du chiffre, c'est près de plus de 30% des sondés qui confirment avoir recours à des achats de biens de seconde main ou d'occasion. J'aurais pensé que ce serait beaucoup plus faible, donc là aussi c'est plutôt un bon signe. Donc là aussi c'est toutes les plateformes en ligne d'échange entre les usagers, c'est toutes les recycleries, hein, ça c'est un phénomène je pense une tendance assez forte. Dans les années à venir, on connaît tous les déchetteries, ces endroits dans lesquels on amène des déchets, et il y a une tendance pour transformer ces déchetteries en déchetteries plus ressourceries ou recycleries, je ne sais pas comment on les appelle, et ça c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir sans doute. Alors, il y a quand même 40% de Français que vous avez interrogés qui estiment que ça prend trop de temps. Donc, ça veut dire que là, il y a quand même un gros travail d'éducation à faire. Oui, c'est le frein. C'est le frein de toutes les actions environnementales en général. On est tous d'accord sur le principe. Après, quand il s'agit de modifier ses propres comportements individuels, ben, on est tous confrontés à ses propres contraintes de temps. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'espace. Après, quand on vit dans un petit appartement, c'est compliqué d'imaginer un tri à la source avec trop de flux à séparer. Je ne parle pas du compostage. Faire du compostage quand on a un appartement, c'est pas forcément simple. Donc oui, il y a des freins assez importants. Alors sur la simplification, il y a quand même une tendance qu'il faut rappeler qui est assez importante. Il y a une étude qui a été menée il y a plusieurs années déjà par l'ADEME sur l'extension des consignes de tri, qui est donc une étude qui s'est soldée plutôt par des pilotes très positifs, au point qu'aujourd'hui, toutes les collectivités vont progressivement passer à ce système d'extension de consignes de tri. C'est quoi concrètement? En fait, c'est une simplification des consignes de tri pour nous, usagers. L'idée, en fait, c'est de simplifier justement ce qu'on met dans les bacs jaunes pour pouvoir capter davantage de matières recyclables, notamment tout ce qui est emballage en barquette, les polyyaourts, etc., que jusque-là, on ne pouvait pas forcément mettre dans sa poubelle jaune et qui étaient non valorisés. Demain, on pourra les valoriser et ça simplifiera aussi les consignes de tri pour les usagers. On aura moins de réflexion sur ce qui va dans la poubelle jaune, ce qui va dans les autres poubelles. Oui, alors justement, parce que vous, en tant qu'entreprise, vous intervenez auprès des collectivités publiques. Vous ne travaillez pas avec le particulier en direct. Vous répondez à des appels d'offres, j'imagine. C'est comme ça que ça fonctionne? Tout à fait, oui. Jean-Michel Caletta, que je rappelle que vous êtes... En grande partie sur la collecte et la valorisation et le traitement des déchets, on est effectivement dans une logique de servir les collectivités et de manière indirecte les usagers. Après, on a aussi évidemment des interactions avec les usagers. C'est le cas des déchetteries, par exemple, parce qu'on opère une déchetterie et on accueille le public sur les déchetteries. Quand on est en métropole, comme on dit, c'est-à-dire dans les grandes villes, c'est facile d'avoir peut-être des bacs à disposition proches de chez soi. Par contre, quand on est donc plus éloigné, donc il faut des déchetteries, c'est bien ça? Alors, il faut des déchetteries, oui, et les déchetteries, il en faut partout, parce que la logique de la déchetterie, c'est que c'est un élément complémentaire dans le système de gestion des déchets. On a des déchetteries aussi en ville pour pouvoir apporter les déchets qu'on ne peut pas collecter ou qu'on ne souhaite pas collecter, comme on dit, en porte-à-porte, parce que trop volumineux, parce que trop coûteux aussi. Je pense qu'il faut avoir en tête que tout ça coûte aux collectivités et donc aux usagers. Donc il faut arriver à rationaliser un peu ce système. Maintenant, le fait qu'on soit en zone semi-urbaine, voire rurale, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas trouver de solution en dehors des déchetteries. Au contraire, on a aussi des collectes en porte-à-porte en zone rurale, avec des collectes automatisées. Donc vous avez un chauffeur qui vient, qui emporte un bac en collecte latérale, comme on dit. Et puis des points d'apport volontaire, comme on peut en avoir aussi en milieu urbain, avec beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, on est capable de mettre une sonde dans des bornes d'apport volontaire de déchets qui mesurent le taux de remplissage du bac et qui permet d'optimiser la collecte et d'envoyer un camion collecter au moment seulement où le container est plein. Oui, ce qui évite, quelquefois, on voit des bornes de verre, notamment complètement débordantes, et on voit tous les verres qui sont posés à côté, ou les cartons, hein, ça arrive. Exactement. Et donc, il y aurait des sondes maintenant pour tester, ça c'est un scoop alors, ce que vous nous annoncez. C'est plus tellement un scoop, parce que ça fait quelques années déjà que la technologie existe, et puis on est, nous, à près de 3000 bornes aujourd'hui en Ile-de-France, déployées déjà sur le territoire de l'Île-de-France.
Alors, ce que je note et que vous avez parlé tout à l'heure du dépôt sauvage. Comment peut-on lutter contre le dépôt sauvage? Vous avez pas évoqué le système d'un appel téléphonique. Est-ce que là, ça ne serait pas une bonne solution finalement? Première question. Et puis deuxième question, vous avez parlé du bâtiment qui a quand même produit beaucoup de déchets et qui quelquefois font aussi des dépôts sauvages. Oui, alors sur le dépôt sauvage, il y a tout un tas de services qu'on peut imaginer effectivement pour agir ex post. Donc des appels téléphoniques pour signaler les dépôts sauvages et les ramasser, etc. Ceci dit, c'est une mesure qui ne règle pas le problème à la source. Et ça fait même appel d'air, ça peut être parfois même contre-productif. Mettre en place un service qui va ramasser les dépôts sauvages, ça peut inciter au contraire les usagers à continuer de faire des dépôts sauvages. Alors l'objectif, c'est bien de les supprimer et d'éviter ce phénomène. On voit bien qu'il faut agir aussi en amont. Et agir en amont, c'est vis-à-vis des usagers, ça passe par l'éducation, la pédagogie, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, lorsqu'on parle d'entreprise, ça passe aussi par la création de filières adaptées pour les entreprises. Alors, on a aussi des déchetteries professionnelles destinées aux entreprises. Il y a peut-être une réflexion à mener sur ces sujets-là. Est-ce que ces déchetteries doivent être payantes, non payantes, plus accessibles? Donc il y a une véritable réflexion. Parce que la logique d'une entreprise qui va faire du dépôt sauvage, c'est d'éviter à payer pour les C'est ça. de ces déchets. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut en amont pour arriver à inciter cette entreprise à faire différemment sans que ça lui coûte financièrement plus cher. C'est la difficulté. La difficulté, c'est qu'elles disent ça coûte trop cher. C'est pas que ça coûte cher, c'est que ça coûte trop cher. Donc finalement, c'est pour ça que je me disais, est-ce que par hasard, la mise à disposition d'un numéro de téléphone, peut-être par vous, pour que les entreprises puissent vous contacter, parce qu'en Île-de-France, pour le particulier, il y a un autre système qui existe. Beaucoup de communes font une fois par mois une pose de déchets devant sa porte et les encombrants, on appelle ça. Et donc là, on sait que vous passez une fois par mois. Pour les entreprises, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre un téléphone à disposition et puis qu'on puisse éventuellement voir avec vous directement? Sans doute. La question derrière, c'est qui finance le système. Lorsque vous avez sur votre commune un système de collecte d'encombrants organisé par la collectivité, c'est organisé par la collectivité, mais c'est aussi financé par la collectivité au travers des taxes d'enlèvement des ordures ménagères que l'on paye tous aux communes ou aux territoires. Donc c'est une question de financement. Pour les entreprises, il faut aussi, quand je dis qu'il faut créer la filière adaptée, c'est créer la filière d'un point de vue opérationnel, ça on sait le faire, il n'y a pas de difficulté, mais c'est aussi créer la filière d'un point de vue financement pour que cette filière soit autoportée. Donc pas mal de sujets de réflexion. Jean-Michel Caletta, vous êtes directeur territorial Île-de-France chez Suez pour le recyclage et la valorisation des déchets. Comment ça se passe pour développer son entreprise? Donc expliquez-nous un peu la manière de travailler d'une entreprise comme Suez avec les collectivités publiques. Suez, c'est une entreprise qui est très ancienne, qui a plus de 100 ans d'existence dans l'eau et dans les déchets. Ça remonte à la construction du canal de Suez, donc c'est vraiment très très ancien. Et puis sur les déchets, on a vécu toutes les transformations de ce métier. On est passé d'un métier où on a commencé au début du XXe siècle à organiser des collectes de déchets qui n'existaient pas auparavant. Et puis après, on a vécu une très profonde transformation de nos métiers où, et par pour dire beaucoup d'économie circulaire, on l'a vécu dans les déchets en première ligne, puisque dans le monde d'avant, on collectait les déchets et le principal souci c'était de les éliminer. Aujourd'hui, dans l'économie circulaire, il faut non seulement les collecter, mais surtout les valoriser ou les réutiliser. Donc les déchets sont vraiment au cœur de l'économie circulaire de ce point de vue. Et notre approche vis-à-vis des collectivités, c'est évidemment de les conseiller, de les accompagner dans cette démarche pour aller toujours plus loin dans le tri et dans la valorisation des déchets. C'est une action vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des usagers, mais aussi des démarches de l'industriel vers la collectivité pour apporter des solutions techniques, que ce soit sur des centres de tri qui sont aujourd'hui extrêmement industrialisés. Un centre de tri aujourd'hui n'a plus rien à voir avec un centre de tri qu'on a connu il y a 20 ans.
sondes, par exemple, tout à l'heure sur la collecte. Donc on a beaucoup d'innovations technologiques aujourd'hui dans les métiers de la collecte. C'est le cas aussi dans la propreté urbaine. Aujourd'hui, le nettoyage de nos villes n'a plus rien à voir. Il y a beaucoup de technologies aussi embarquées sur les véhicules et sur les équipages. On se fait toute une montagne du tri quand on s'intéresse à ce sujet, comme moi par exemple, et on a dans la tête des hommes qui, avec des gants, trient les déchets. Est-ce que donc cette part humaine a beaucoup diminué, puisque vous disiez que certains tris se font par optique, par exemple? Oui, elle a beaucoup diminué. Un centre de tri, il y a 20 ou 25 ans, c'était quoi? C'était un apport de déchets sur une usine, avec des tapis, des convoyeurs, et puis des équipages, des équipes de tri, des trieurs qui triaient essentiellement manuellement. Et puis avec un peu de technologie pour séparer les métaux, choses comme ça, mais assez peu de technologie. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. On a beaucoup moins de trieurs manuels, le processus est inversé. On a beaucoup de technologies en amont qui permettent de trier beaucoup plus de fractions de déchets. On parlait de l'extension des consignes de tri tout à l'heure pour les usagers. Il faut savoir qu'en face de cette extension de consignes de tri, si les usagers trient à la source demain beaucoup plus de déchets, ça veut dire que sur les centres de tri, il va falloir les adapter aussi technologiquement. C'est ce processus qui est actuellement en cours en France, avec des investissements assez colossaux de la part des collectivités pour pouvoir adapter les centres de tri technologiquement pour pouvoir trier plus de flux. Et finalement, le trieur, lui, intervient plutôt en bout de chaîne et pas dans une logique de trier manuellement, mais plutôt dans une logique de faire simplement un contrôle qualité des flux à la sortie de l'usine. Donc beaucoup moins, effectivement, d'intensité en termes de triage manuel. Alors Suez, c'est un énorme groupe, 90 000 salariés. Combien de salariés travaillent dans le domaine, justement, tri et valorisation des déchets? Alors on est à peu près 30 000 en France, et puis sur les déchets, je dirais 1000 en Ile-de-France. Donc en Ile-de-France, c'est à peu près 1000 personnes Oui. qui travaillent au tri et à la valorisation, bien sûr, des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la valorisation des déchets? Quels moyens financiers faut-il mettre? Est-ce que c'est des nouvelles usines à construire? Qu'est-ce que vous faites? Avec quoi? Alors on intervient sur toute la chaîne de valeur, en amont vis-à-vis des usagers des collectivités pour les aider à construire le schéma de gestion des déchets de demain. Donc là, je le disais tout à l'heure, avec parfois aussi beaucoup de technologies pour optimiser ces démarches. Un exemple, c'est la tarification incitative, où l'idée, c'est demain, pour inciter l'usager à mieux trier ou à moins produire de déchets, on va créer un système qui va permettre de payer une taxe dans l'ordre ménagère en fonction des quantités de déchets produites ou collectées. Donc ça suppose un peu de technologie embarquée pour pouvoir mesurer cela en temps réel, avec des bacs qui seront pucés, voire parfois, si c'est nécessaire, du pesage embarqué sur les camions pour peser chaque bac. Ça existe déjà en France, dans l'Est, beaucoup moins en Ile-de-France, mais c'est clairement une tendance de fond. Et puis après, évidemment, c'est toute l'expérience de Suez dans les filières industrielles, sur les centres de tri, sur les unités de valorisation énergétique, sur la méthanisation pour les biodéchets. Donc c'est toute l'expertise industrielle de Suez pour créer derrière les filières de valorisation des déchets. Alors ensuite, vous les revendez, ces déchets valorisés? Comment faites-vous? Alors il y a une partie effectivement de matières qui sont recyclables, donc qui effectivement deviennent une ressource. Alors en bout de course, il y a toujours un coût à la sortie. Lorsqu'on somme toute la filière, il y a quand même un coût de collecte, de transport, etc. Mais effectivement... Bien sûr, il faut rentabiliser les usines, évidemment, et et payer les hommes. De logistique, surtout, voilà. On est très souvent contraint par les coûts logistiques. C'est le frein souvent à beaucoup de choses dans les déchets. On ne peut pas transporter le déchet au-delà d'un certain nombre de kilomètres. Ça n'aurait aucun sens d'un point de vue économique et puis environnemental surtout. Alors on a cette chance en Ile-de-France d'avoir le fluvial. On transporte, on ne le voit peut-être pas, mais on transporte beaucoup de déchets par voie fluviale. On a cette chance en Ile-de-France d'avoir des voies navigables très très étendues qui peuvent permettre d'aller très loin jusqu'au Havre. Donc on a cette chance et on l'utilise pour transporter des matières recyclables, des résidus de déchets. Donc c'est assez important.
Donc ça, c'est pour la valorisation des déchets une fois qu'ils ont été retraités, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement des Mais on matériaux qui ont une valeur, qui arrivent en bout de course à avoir une valeur positive. C'est le cas du papier carton, du plastique, etc. Et puis il y a des déchets qui n'ont pas forcément de valeur intrinsèque financière, on va dire, mais qui permettent de produire de l'énergie, de l'électricité. Lesquels, par exemple? De l'électricité sur nos usines de valorisation énergétique. On produit de l'électricité qui est livrée sur les réseaux. On produit de la chaleur qui peut être aussi injectée dans les réseaux de chaleur urbains. C'est un très fort enjeu, en particulier en Île-de-France. Ou la méthanisation, par exemple, pour les biodéchets. Un procédé qui permet, à partir de biodéchets, alors sur les biodéchets, il y a deux solutions. Soit on est en mesure de faire du compostage, chez soi par exemple. Maintenant, on n'a pas tous la possibilité de faire du compostage. Dans ce cas-là, on peut organiser une collecte collective de biodéchets et dans une logique un peu plus industrielle, de traiter ces déchets pour fabriquer du biogaz. Et là, de nouveau, utiliser ce biogaz comme... Donc en fait, en vous écoutant, ça veut dire qu'en formant mieux le public et peut-être en faisant des propositions à la carte pour les immeubles, on pourrait encore s'améliorer. Bien sûr, il y a une marge de progression très très importante. J'évoque le biodéchet parce que c'est probablement un des enjeux les plus importants dans les années à venir. D'ailleurs, d'un point de vue réglementaire, les collectivités ont l'obligation d'ici 2025 de mettre en place un tri à la source des biodéchets. Donc il va falloir qu'on accélère considérablement la création et le développement des filières associées. Ça veut dire que nous, public, il faut qu'on soit conscient de quels sont les biodéchets, quels sont les déchets réutilisables, Oui. Finalement, parce qu'on ne le sait pas. Non, mais là aussi, évidemment, lors de la mise en place de ces nouvelles collectes, il y aura un effort en termes de pédagogie très important à faire. Alors, rappelez-nous quels sont les déchets qui peuvent être réutilisés pour vous. Dans l'absolu, je dirais quasiment tous. Finalement, lorsqu'on réfléchit bien, si on arrive déjà, avant de générer et de créer un déchet, si on arrive collectivement à générer moins de déchets, à changer nos habitudes de consommation pour créer moins de déchets, on pourrait imaginer un monde où on ne génère que du déchet valorisable. On n'en est pas très très loin finalement. Et finalement, alors, Il suffirait d'un petit effort supplémentaire et on n'en est pas loin, vous dites? Oui, c'est zéro déchet dans le sens où on ne produira jamais plus aucun déchet. C'est difficile à imaginer, mais déchets 100% valorisés, oui, c'est tout à fait possible. Jean-Michel Caletta, vous êtes directeur du recyclage et de la valorisation chez Suez pour l'Île-de-France. Combien d'usines y a-t-il pour l'Île-de-France? Alors on exploite, on n'a pas forcément nos propres outils industriels, on exploite aussi ceux des collectivités qui nous les confient en exploitation. Donc on exploite aujourd'hui 6 usines de valorisation énergétique, 3 centres de tri, dont un centre de tri qui nous appartient à Limeil-Brévannes, dans le sud de l'Île-de-France, et puis de nombreuses agences pour les départs de collecte. Alors, on va peut-être revenir à éduquer et à aider, à guider nos auditeurs sur le tri des déchets parce que 49% quand même indiquent ne pas connaître les consignes. C'est quand même la moitié finalement. Un Français sur deux ne connaît pas les consignes, donc ça veut dire qu'il faut les répéter quel que soit l'âge, en fait. Alors donc, c'est vrai que ça devient compliqué parce que maintenant on a donc bien sûr, tout le monde connaît le bac jaune. Donc le bac jaune, c'est tous les emballages plastiques, tous les emballages carton, mais aussi tous les emballages métalliques. Et ça, on l'oublie peut-être. Oui, et demain, lorsque votre commune passera dans ce nouveau système d'extension de consigne de tri, vous pourrez aussi émettre des déchets comme des pots de yaourt, des barquettes, de produits alimentaires. Alors, au niveau de l'Île-de-France et notamment du Val d'Oise, ils sont un petit peu plus en avance puisque dans les bacs jaunes, bien sûr, on met le papier, mais on peut aussi mettre les capsules de café, les conserves de la nourriture pour chiens, les tubes de dentifrice. Donc, effectivement, je pense que avoir des photos très explicites, c'est important. Donc, tous les papiers, bien sûr, je vous l'ai dit. Alors, dans la borne verte, que peut-on mettre, Jean-Michel Caletta? Alors, cette borne verte, si elle est destinée à
la valorisation de biodéchets, eh bien, tous vos résidus de cuisine, hein, la plupart, les épluchures de légumes, des restes alimentaires, donc tout ce qui pourra être valorisé en compostage ou en méthanisation. Donc ça, c'est le vert foncé, les déchets végétaux finalement. Oui. Voilà, c'est donc tout ce qui est épluchure de légumes, tout ce qui est cru, Oui. pas cuit j'imagine. Si, on peut aussi mettre du cuit dedans. Si, des restes aussi ce qu'il faut Des éviter, restes de légumes. Ce qu'il faut éviter, c'est plutôt, on imagine bien, des os, des choses comme ça. Et tout ce qui reste... Tout ce qui est protéines et gras, on peut pas le mettre en fait. Voilà, tout à fait. Je reviens par contre au bac jaune, car on peut aussi mettre un paquet de chips vide évidemment, une boîte à œufs, l'emballage de nos eaux, justement vous disiez on consomme moins d'eau, voilà, et tout ce qui est emballage, quel qu'il soit. Est-ce qu'il faut les nettoyer? Alors, l'idée, c'est de ne pas non plus les laisser trop souillés avec des quantités d'aliments à l'intérieur. Mais l'idée, c'est pas non plus de consommer de l'eau pour nettoyer chacun des emballages. Je reviens sur... Enfin non, je reviens pas, on continue dans nos bacs. Il y a aussi le bac vert clair, c'est pour les bouteilles, les flacons, les bocaux en verre. Qu'est-ce qu'on fait des couvercles ou des bouchons pour les bouteilles de vin? Ou des bouchons pour les bouteilles de bière? On en fait quoi? Il faut les séparer en général pour éviter justement que ça aille dans le bac. Alors ceux-là, souvent c'est du métal, on peut les mettre donc dans le bac jaune, c'est bien ça? Exactement. Voilà, les bonnes consignes. Et puis, alors il existe quelquefois une borne marron. Qu'est-ce que c'est la borne marron? Des bacs marrons. Et c'est les biodéchets. C'est les biodéchets, donc. Voilà. Donc on a dit les 4 bacs et voilà comment on fait son tri. Et si vous voulez plus d'infos, par exemple, en tout cas pour le Val d'Oise, eh bien vous pouvez vous adresser au syndicat émeraude.com sur leur site et vous avez aussi leur téléphone et ils vous aideront à mieux vous former puisque 49% des Français estiment qu'ils ne connaissent pas bien les consignes ou que 34% que c'est trop compliqué. Et au-delà des consignes, en termes de pédagogie, je pense qu'il y a vraiment 2 axes. Il y a ce qu'on vient de faire là, de rappeler les consignes de tri, les gestes de tri à domicile. Et puis il y a ce qu'on fait là aussi de manière plus générale, parler des filières de déchets. Je crois beaucoup en ce cercle vertueux. Le fait aussi d'expliquer ce que deviennent les déchets, en quoi consistent ces filières de valorisation, je pense que ça peut aussi inciter fortement les usagers à être plus respectueux des gestes de tri. Lorsqu'on sait que son déchet, effectivement, va atterrir dans telle filière de méthanisation pour produire du gaz ou de l'électricité, ben on va se dire, tiens, mon geste de séparer le biodéchet ou la bouteille de plastique, elle a du sens et je sais pourquoi je le fais. Justement, on va le redire. Donc, on fait bien sûr du compost, c'est-à-dire de la terre. Finalement, ça devient de la terre ou alors de l'énergie. Du gaz. C'est les plus grandes valorisations. Est-ce qu'il y en a d'autres importantes à citer? Jean-Michel Caletta, c'est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, on en reparlera sans doute. Je pense que les Français sont quand même très intéressés par ce tri des déchets. Et vous l'avez rappelé, 30% des Franciliens ont montré qu'ils pouvaient, pendant cette période, modifier leur comportement et donc mieux valoriser leurs déchets. Merci d'être venu nous présenter justement tout ça, Jean-Michel Caletta. Allez, on fait une nouvelle pause musicale et puis on change de sujet. Dans quelques secondes, on va parler recouvrement parce que c'est très important pour les chefs d'entreprise. Ça va? Non, tu baisses. Ah merde. C'est qui? C'est les cordes. Je serais me reconvertir. Soyons. Pardon. Je serais me reconvertir dans la... En fait, j'ai eu la SACEM et il m'a expliqué pourquoi. Je le dirai. Comment ça s'appelle ce titre? Soyons. Merci. C'est bien la voix du monsieur. Hein. Ouais, moi je trouve aussi. Hein. Hein. Pas mal. La vôtre aussi? On s'approche. Il y a du boulot derrière. Ah ouais. Quand on met le casque et puis on parle bien devant le micro, ça donne ça. C'est pour moi qui dis ça. Pour tous ceux qui ne font pas ce qu'on doit faire.
C'est parce que j'oublie souvent de dire à mes invités, mettez vos casques quand vous parlez. Surtout qu'en podcast, après, c'est bien d'avoir les voix bien claires. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et pourquoi en podcast? Parce que c'est... Parce que ceux qui veulent réécouter en audio, Ouais. ils écoutent le son. Ouais, Et ceux qui veulent réécouter en visio, ils peuvent voir la vidéo. Ouais. Mais en son, En son, c'est agréable d'avoir un bon son. Le son est meilleur en Mhm. podcast qu'en Je me suis fait vidéo. pirater, j'arrête pas de recevoir des messages. Putain, c'est chiant ça. C'est parce que tu ne prends pas le temps d'aller décocher tous les partenaires quand tu vas sur un site internet. Je t'expliquerai plus tard. Non, mais là, c'est la boîte mail. C'est la boîte mail carrément je me suis fait pirater ma boîte mail de la radio. On a usurpé ton nom. Bah, sûrement, on m'a chopé, mon dossier. Non, c'est parce que tu es allé sur des plateformes internet. Mhm. C'est pas qu'on a chopé ton nom. C'est que c'est toi qui es allé sur des sites internet. Tu n'as pas été quand tu as accepté les conditions générales, tu sais Mhm. maintenant. Ouais, d'accord. Il faut pas accepter. Il faut aller dans voir plus loin à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, il faut aller décocher tout ce qu'il te demande, plus voir dans les partenaires. C'est compliqué, tu vois. Il faut le faire à chaque fois. Faut Sinon, faut vous faites accepter à chaque fois, Happer mais votre ça- adresse mail et après tu reçois plein de pubs, plein de machins, plein de trucs. Mais là, c'est les gens. Et ce qui est agaçant, et c'est pour ça que la CNIL a refait un ordre du jour il n'y a pas longtemps pour dire, elle demande à tous ceux qui font des sites internet de ne pas obliger les gens à décocher à chaque fois qu'ils y vont. Par exemple, moi je vais sur des sites d'information et c'est vrai, c'est énervant à chaque fois que je décoche tout le temps. Alors qu'on devrait, une fois qu'on l'a fait, ce soit pour tout le temps. Ben non, c'est pour une fois. Donc ils nous obligent à le faire tout le Surtout temps. que maintenant, on n'a pas le droit d'avoir par défaut des casques qui sont couchés. Il faut faire l'action de coucher, normalement. Il faut faire l'action de décocher pour le moment. Personne n'a encore mis à jour ces Eh ben, plateformes. Normalement. Et les on étrangers, devrait, là. oui, mais ça c'est pour la France, mais c'est pas valable pour les Ah étrangers. oui, ah oui. Et comme la C'est plupart des pas partenaires sont des Américains ou des Chinois, Ouais. bon voilà, je vous ai fait ma petite leçon d'informatique. Merci. Allez, on y retourne. Nous voici... Ah non, nous voici pas. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Michel Caletta pour Suez Recyclage et Valorisation d'Île-de-France, de Jennifer Boss pour IBAN First et de Philippe Bernis pour Direct Recouvrement. Alors Philippe, c'est une jeune plateforme, on va dire, que vous avez développée quand même en 2011. Ça fait déjà un petit moment que vous vous occupez de recouvrement. Les chiffres sont quand même assourdissants, rappelez-les-nous. Alors, il y a en France une entreprise sur 3 qui règle ses fournisseurs à l'échéance. Ce qui veut dire en fait que la plupart des entreprises prennent l'habitude, et c'est typiquement français en fait, prennent l'habitude de régler ses fournisseurs avec du retard. Voilà, donc pour une fois, je vais être négative. Seulement 2 entreprises, il y a 2 entreprises sur 3 qui ne payent pas à échéance et donc ça met en péril les entreprises, c'est bien ça. Complètement. Dans une relation commerciale entre entreprises, il y a ce qu'on appelle du crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on vend une marchandise, on vend une prestation, et puis la prestation, elle est finalement réglée au bout de 30 jours, 45 jours ou 60 jours. Et ça, on appelle ça le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise en France représente la somme de 600 milliards d'euros, un peu plus. C'est un tiers du PIB. C'est-à-dire que finalement, les entreprises, elles se financent davantage, Entre elles. Elles se financent entre elles davantage avec la facture de leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'on achète une marchandise, on achète une prestation. Cette marchandise, on la transforme éventuellement pour en faire un produit fini. Ce produit fini, on le vend. Et il arrive même par moment que l'on arrive à encaisser le produit donc, de cette vente avant même de décaisser finalement la facture fournisseur. On parle de besoin, de BFR, de besoin en fonds de roulement. Dans ce cas de figure, le BFR est même négatif. Donc c'est extrêmement vertueux. Mais on prend l'habitude, malheureusement, en France, de payer ses fournisseurs avec du retard. Le retard moyen est de 13 jours. C'est-à-dire que quand on a une échéance de paiement à 30 jours, on va régler en moyenne à 43 jours son fournisseur. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Et quand il n'y a pas d'impayé constaté, c'est pareil, il y a aussi beaucoup d'impayés. Sur les 600 milliards d'euros de crédit interentreprise, d'après l'Observatoire des délais de paiement et de chiffres qui sont remontés par la FIGEC, qui est la Fédération des cabinets de recouvrement de créances, il y a quand même 56 milliards d'euros qui sont passés chaque année en pertes et profits.
Voilà, C'est énorme. C'est énorme. Mais finalement, oui, mais pour une entreprise, peut-être que Jean-Michel Caletta va pouvoir répondre à la question, ou même Jennifer Abos, c'est pas facile de mettre des pourcentages, comment on dit, disons de dire à son client, si vous ne me payez pas, je vais vous appliquer X% de plus sur la facture. C'est quand même pas si facile que ça, Jean-Michel Caletta. C'est jamais simple. Et puis dans ce besoin en fonds de roulement que vous évoquez, il y a les deux côtés. Il y a le délai que l'on accorde à son client, et puis il y a le délai qui nous tient du côté de nos fournisseurs. Donc c'est un équilibre financier qu'il faut arriver à trouver. Et la gestion de ce besoin en fonds de roulement, elle représente aujourd'hui un enjeu capital pour les entreprises. Alors après, effectivement, c'est difficile d'aller voir son client et de lui dire je vais vous facturer des intérêts de retard. Il y a évidemment un enjeu commercial derrière, et c'est toute la difficulté de ce sujet. On est dans une relation humaine, hein, très clairement. Le recouvrement de créances. Philippe Bernis. Et oui, le recouvrement de créances, on est dans le prolongement de la relation commerciale. C'est-à-dire qu'on a d'abord une prospection, un acte de prospection, on vend la marchandise, on la facture, et puis ensuite, il faut bien l'encaisser. Donc on est encore en contact avec son client pour l'inciter à régler la facture à l'échéance. Donc le recouvrement de créances, c'est véritablement une action humaine, commerciale. On est dans le prolongement de la relation commerciale. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller faire du recouvrement, surtout quand l'échéance de paiement est dépassée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dès lors que l'échéance de paiement est dépassée? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit immédiatement le punir, son client, au risque de le perdre? Qu'est-ce que vous dites justement, vous, Philippe Bernis? Alors, bon, pour revenir un petit peu à ce que je fais, moi je fais du recouvrement de créances. J'ai créé effectivement Direct Recouvrement, qui est un cabinet de recouvrement de créances avec un modèle économique très traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous avez une difficulté avec un client, vous êtes dans une situation de blocage, vous faites appel, pourquoi pas, à un professionnel du recouvrement, vous transmettez la facture à un cabinet, et le cabinet va se charger de recouvrer la facture. Et le modèle économique, c'est celui d'avoir un pourcentage sur les sommes encaissées. Entre 15 et 20%, c'est à peu près le marché. Ça a deux inconvénients tout de même. Le premier, c'est que ça coûte relativement cher, même si c'est un modèle vertueux, c'est vrai. Hein, on ne paye qu'en cas de succès. Néanmoins, ça coûte entre 15 et 20% de la facture impayée, tout de même. Deuxième inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on transmet le mandat à un cabinet, on perd sa relation commerciale. Le cabinet, généralement, il dit à son client, écoutez, moi je prends en charge le recouvrement, mais vous coupez le contact avec votre client, puisque c'est moi qui vais faire le recouvrement, j'ai besoin d'avoir une relation qui est directe avec votre débiteur, et donc je prends en charge le recouvrement. Donc dès lors qu'on transmet le mandat à un cabinet, on perd cette relation commerciale. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, de mon expérience, je m'aperçois que lorsqu'on mandate pour procéder au recouvrement, généralement la facture elle a déjà 6 mois ou 1 an d'ancienneté. D'accord, donc en fait les sociétés attendent au moins 6 mois ou 1 an? Oui, parce qu'on perd sa relation commerciale, donc on n'a pas envie de transmettre ça à un cabinet de recouvrement de créances, profession qui n'est pas réglementée par ailleurs, donc n'importe qui peut faire du recouvrement de créances. Est-ce qu'on va transmettre sa facture à un cabinet qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles sont les méthodes qui vont être employées, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et puis ça coûte entre 15 et 20% de la facture. Donc on essaye par nous-mêmes de procéder au recouvrement, et puis au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, on se dit, bon, de toute façon maintenant c'est perdu, il faut bien que je transmette la facture à un cabinet pour qu'il puisse faire le recouvrement. En sachant qu'il y a une forte corrélation entre l'ancienneté de la facture et le succès en recouvrement de créances. Dès que la facture a 6 mois ou 1 an d'ancienneté, autant vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué de récupérer ces fonds du coup? Bien sûr. Plus on attend, plus c'est compliqué. Bien sûr. Pourtant, c'est la responsabilité du dirigeant de relancer ses clients pour le paiement, Ouais. parce qu'on peut lui reprocher une faute de gestion, c'est pas ça? Oui, effectivement, on a l'obligation, quand on émet une facture, on a l'obligation de faire des actions de recouvrement. Voilà. Après, qu'est-ce qui va vérifier si l'administration fiscale pourrait effectivement punir, entre guillemets, l'entreprise qui facture et puis qui ne fait pas de recouvrement. Bon, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à transmettre sa facture à un cabinet de recouvrement de créances parce que ça coûte cher et puis on a perdu sa relation client. Alors vous faites ça depuis déjà 9 ans. Oui. Comment ça va en ce moment, en période de pandémie pour vous, Philippe Bernis? Eh bien, alors souvent on me dit, écoute Philippe, tu dois, toi, finalement, bénéficier de cette situation de crise. Les cabinets de recouvrement de créances
se porte bien. Et on se trompe finalement, parce que moins on facture, ben, moins on a d'impayés. Bien Si sûr. moins on a d'impayés, ben, nous, moins on travaille. Moi, très clairement, au niveau du premier confinement, j'ai eu un arrêt d'activité comme toutes les entreprises, puis là, ça repart. Mais on le voit bien venir, de toute façon, les entreprises vont être en grosse difficulté dans les mois qui vont venir. Elles ont besoin d'être accompagnées dans leur mission de recouvrement, et donc là, on a effectivement une action à mener. Voilà. Alors comment la pratiquez-vous justement? Parce que vous disiez, quelles sont vos méthodes? Vous disiez que c'est quand même important pour une entreprise, effectivement c'est important de faire appel à un cabinet en qui on a confiance. Quelles sont vos méthodes pour ne pas que le client, votre client, perde lui-même ses propres clients? Alors justement, je vais revenir un peu à ce que je fais. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai un cabinet très traditionnel où on me mandate et je prends donc des honoraires sur les encaissements. Mais j'ai créé il y a quelque temps une plateforme web qui est la plateforme RecouvrUp, où je viens un peu casser le modèle économique de ces cabinets. À partir du moment où les entreprises constatent une difficulté avec un client, au lieu de mandater un cabinet de recouvrement de créances, elles peuvent aller sur la plateforme web, en fait, où j'ai digitalisé les actions de mon cabinet. Elles vont sur la plateforme et elles vont pouvoir par elles-mêmes engager des actions qui sont assez fortes. Ce sont quoi? Ce sont donc le calcul et la relance de pénalité de retard. Et c'est également la possibilité de faire envoyer de façon automatique les notifications de mon cabinet. Ce sont donc des mails qui partent automatiquement à destination du débiteur. Ce sont des courriers de mon cabinet qui partent automatiquement et des recommandés. Donc on garde le lien, en tout cas on ne perd pas le lien avec son client parce que c'est l'entreprise qui déclenche les actions du cabinet. Et puis comme j'ai digitalisé l'action, comme on ne mandate pas mon cabinet, il n'y a pas d'honoraires sur encaissement. Donc je viens un peu casser le modèle économique du secteur du recouvrement. Voilà, c'est ça. C'est l'avantage avec votre solution qui s'appelle donc, je répète, RecouvrUp, c'est que c'est le client qui, lui, gère lui-même ses impayés. Les actions du cabinet direct recouvrement. Et finalement, vous ne prenez pas de marge sur le montant, mais finalement, vous prenez un abonnement, c'est bien ça? Voilà, c'est un système d'abonnement. Alors, il y a plusieurs formules. Hein. On peut déjà s'inscrire gratuitement, sans aucun engagement, et calculer le montant des pénalités de retard. Pourquoi on ne les réclame jamais, les pénalités de retard? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas les calculer. Comment 3 fois le taux d'intérêt légal, mais quel est le taux d'intérêt légal, en sachant qu'il change tous les 6 mois. Donc quand la période de calcul est à cheval entre deux taux, quel est le taux qu'il faut que je prenne? Quel est d'ailleurs le taux qu'il faut appliquer? 3 fois le taux d'intérêt légal, mais est-ce que c'est le bon taux? Bien sûr, est-ce que c'est le bon taux? Le Code du commerce, il indique que de toute façon, le taux, par défaut, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Sauf si le taux a été négocié entre le client et le fournisseur, mais il faut que le taux soit indiqué dans les conditions générales de vente, qu'elle soit paraphée. Et ce taux qui est librement fixé ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal. Donc tout ça est un peu compliqué, donc on ne les réclame pas parce qu'on ne sait pas les calculer. Donc premier inconvénient, mais premier avantage de passer par RecouvrUp, c'est qu'en 3 clics, on peut connaître le montant de ces pénalités de retard. Et puis, on ne le fait pas parce que c'est un peu cavalier d'aller réclamer des pénalités à son client. Alors qu'il n'a même pas payé ses factures en plus. Bien évidemment, il n'a pas payé la facture, mais quand bien même, est-ce qu'on va, dès que l'échéance est dépassée, est-ce qu'on va lui réclamer des pénalités? Alors, moi je ne dis pas qu'il faut systématiquement réclamer des pénalités, c'est pas vrai, mais de temps en temps, peut-être taper du poing sur la table et dire à son client maintenant ça suffit, hein, tu as 30 jours de retard de paiement, il n'y a aucune raison, moi ça me porte préjudice quelque part, il n'y a aucune raison que je ne te fasse pas supporter cette majoration qui est d'ailleurs due de plein droit. Voilà, donc, Alors expliquez-nous avec RecouvrUp, cette plateforme que vous venez qui finalement solutionne tous les problèmes de recouvrement. Réexpliquez-nous, puisque vous dites en 3 clics, on y arrive. Alors en 3 clics, on peut effectivement calculer le montant des pénalités, on connaît le montant de cette majoration, et on reçoit également un justificatif comptable qui détaille le calcul, qui rappelle en bas de page l'extrait de l'article L441-10 du Code du commerce qui rappelle que ces pénalités sont dues de plein droit. Et en plus, en marge de ce document, il y a le logo de mon cabinet, Direct Recouvrement. Donc l'entreprise qui reçoit ce justificatif, l'utilisateur de RecouvrUp reçoit ce justificatif, elle l'envoie à son client, et donc ça justifie le montant de cette majoration. Voilà. Mais on n'est pas obligé finalement, est-ce qu'on est obligé de faire payer ces pénalités si le client paye sa facture ou est-ce qu'on peut les annuler? Alors, les pénalités de retard ne se facturent pas. C'est-à-dire que vous avez une facture qui fait 1 000 €. Vous décidez de calculer le montant des pénalités de retard.
Et souvent on me dit, écoutez, monsieur Bernis, moi j'ai fait une facture de pénalité de 100 euros. Je dis, non, les pénalités ne se facturent pas. Donc vous allez réclamer 1000 euros plus 122,37 euros par exemple, conformément au justificatif. Donc vous envoyez cette demande de paiement de 1122 et quelques euros à votre client. Et si votre client vous paye 1000 euros, bon, j'ai envie de dire, oui, effectivement, ces 122 euros sont durs, mais l'objectif est quand même atteint. C'est-à-dire que vous avez récupéré votre créance tout de même. Voilà, on ne réclame pas forcément les pénalités, mais au moins la facture a été payée. Au moins la facture, elle est payée. Voilà. Et alors justement, avec Recouvre-Up, vous avez l'avantage de votre plateforme, Philippe Bernis, pour recouvrer ces paiements de factures, c'est que vous labellisez finalement 3 étapes. Alors, on est dans des actions qui sont curatives, on l'a bien compris. C'est-à-dire que dès que l'échéance de paiement est dépassée, si on le souhaite, on va sur Recouvre-Up et puis on déclenche des actions qui sont un peu fortes. Ce sont donc des pénalités de retard, ce sont peut-être même des envois automatiques de relance d'un cabinet de recouvrement de créances. Donc on peut même aller jusqu'à la procédure judiciaire. On peut engager des procédures par requête, ce qu'on appelle les requêtes en injonction de payer. Donc on envoie le dossier au tribunal, on reçoit une ordonnance. L'ordonnance, on la transmet à un huissier de justice et l'huissier va aller signifier l'ordonnance. Donc tout ça se fait de façon automatique sur Recouvre-Up. Donc on est dans des actions qui sont assez fortes. Par ailleurs, j'ai effectivement créé une charte et un label que j'ai appelé les business bonnes pratiques. Et là, on est en amont, c'est-à-dire qu'on est dans des actions qui sont préventives. L'entreprise qui s'enregistre sur Recouvre-Up, elle peut, si elle le souhaite, signer et accepter une charte que j'ai appelée les business bonnes pratiques. En signant cette charte, elle va s'engager dans des actions, dans une relation client-fournisseur qui est éthique, responsable et professionnelle. Elle va s'engager sur 5 principes fondamentaux. Le premier, c'est que systématiquement, elle obtiendra un bon de commande de la part de son client avant de faire la prestation. Alors ça vous allez me dire, enfin c'est évident. Moi, je suis bien placé pour vous dire que malheureusement, souvent, on livre une marchandise ou on fait une prestation sans avoir de bon de commande. Donc, en acceptant la charte, on s'engage à avoir un bon de commande qui est signé. On s'engage à réaliser la prestation ou à livrer la marchandise conformément à ce qui a été signé. Bref, on s'engage à être professionnel. On s'engage ensuite à émettre une facture avec un logiciel de facturation homologué. Pas de facture Excel, ni de facture Word. De toute façon, c'est interdit. Donc, on a un logiciel de facturation homologuée qui respecte les principes comptables, fiscaux. Bon. 4e point, on s'engage à régler ses fournisseurs dans les délais. Alors si on a un problème financier ou si on ne veut pas régler sa facture parce qu'il y a un problème avec son fournisseur, on s'engage à ne pas appliquer la politique de l'autruche. On essaie de trouver des solutions avec son fournisseur. On est responsable. Et enfin, 5e point, on s'engage à relancer ses factures dès que l'échéance de paiement est atteinte. Donc vous voyez, en fait, on s'engage à avoir finalement un comportement qui est très vertueux, qui est très professionnel. À partir de ce moment-là, on est labellisé Business Bonne Pratique et on peut mettre sur sa facture ce petit label, les Business Bonne Pratique, qui indique, et c'est un smiley, c'est très sympathique, c'est un smiley qui est vert, et qui indique à son client, voilà, moi je vous envoie ma facture, j'ai respecté tous mes engagements, moi je veux que toi, client, tu respectes ton unique engagement, qui est de payer, bien sûr. La facture à l'échéance. Et donc, il y a marqué échéance à respecter, facture protégée par Recouvre-Up. Voilà. Donc comme ça, c'est tout simple. Et c'est même très intéressant, même pour les petites structures, notamment. C'est fait essentiellement pour les TPE, artisans, PME, effectivement. Alors, combien ça coûte, Philippe Bernis, si on veut s'abonner à Recouvre-Up ? 9,90 € par mois. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Et si on est intéressé, qu'est-ce qu'on tape sur Internet pour y accéder ? www.recouvre-up.fr. Et voilà, merci beaucoup Philippe Bernis. Alors Jennifer Boss, ça doit vous plaire puisque vous êtes directrice des ressources humaines chez IBAN First qui lui-même sécurise finalement le paiement et la transaction financière puisque vous êtes une plateforme dédiée aux transactions multidevises en plus et en couverture d'échange. Mais alors vous êtes plus côté RH. Donc quels sont les problèmes ou les attentes des salariés en ce moment ? Alors déjà peut-être pour faire un petit rappel sur IBAN First, il faut dire que comme vous le soulignez à juste titre, on est leader international des services financiers et donc on a proposé une alternative à l'offre traditionnelle des banques grâce à notre plateforme dédiée aux transactions multidevises qui apporte une expérience de paiement et un ensemble de services financiers qui vont répondre aux besoins opérationnels
quotidien des entreprises. Alors ça sécurise en fait les entreprises, tout comme Philippe Bernis. C'est pour ça que je trouvais que vous alliez bien ensemble Tout tous à les fait. deux. En fait, ça permet aux entreprises d'effectuer des transactions multidevises à l'international avec des frais moindres que ceux pratiqués par les banques traditionnelles. Alors le premier objectif, c'est de faire baisser ses coûts, bien sûr. Tout à fait. Mais le deuxième, j'imagine que derrière tout ça, c'est aussi de lutter de lutter pour la Bien cybersécurité. entendu, notre plateforme est sécurisée et garantit une sécurisation des transactions. Ouais. Ce qui fait que quand on appelle les comptables ou les chefs comptables pour avoir de l'argent et que ça peut être du phishing, de l'amorçage, enfin qu'on veut soutirer de l'argent à une entreprise, en passant par des plateformes comme les vôtres, on est protégé finalement. Oui, absolument. De toute façon, en tant qu'établissement financier, on est régulé et on doit respecter tout un ensemble de règles et de processus qui font que ce genre de choses ne peut pas se produire en utilisant la plateforme d'IBAN First. Donc c'est une plateforme qui est en français, même si elle est... C'est une plateforme qui est en français, qui est en anglais, c'est une plateforme internationale. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, en fait, IBAN First, c'est plus de 46 millions d'euros de fonds levés auprès de différents investisseurs tels que Serena Capital, Elaya, BPI, mais également Bria. C'est plus de 4000 clients, c'est 10 millions de volumes de paiement sur les 12 derniers mois. C'est une croissance annuelle de 180% et c'est surtout 16 employés en 2016 et plus de 206 aujourd'hui. Oui, parce que vous avez été créé seulement en 2013, donc 2013, c'est une voilà, belle levée de fonds. Vous avez fait de belles levées de fonds Ouais, jusqu'à présent. Tout à fait, on a la chance d'être accompagné par des investisseurs qui nous font confiance et qui renouvellent leur confiance à chaque fois. Et on est présent sur différents pays, donc notre siège social est présent donc en Belgique, mais on est également présent donc en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Tunisie. Et aujourd'hui, la progression constante en fait d'IBAN First, elle s'inscrit dans le cadre d'une transformation profonde des services de paiement pour les entreprises. Et pour reprendre le contexte du Covid et de la crise sanitaire actuelle, De la crise. de la crise sanitaire actuelle, absolument, on assiste à une digitalisation de l'économie traditionnelle qui a été très fortement accélérée par cette fameuse crise. Et de ce fait, en fait, ça nécessite de recruter de nouveaux talents afin de sans cesse développer les services que nous proposons. Et Donc vous avez des postes, c'est ça que ça veut dire? Vous avez des postes à pourvoir en ce moment? Tout à fait. Donc en ce moment, nous, malgré la crise, nous continuons à recruter. On continue d'avoir des besoins. On a recruté plus de 60 personnes cette année. Et aujourd'hui, on recrute notamment des commerciaux. Donc sur l'ensemble des pays que j'ai pu évoquer précédemment. Donc ayant environ 2 ans d'expérience, idéalement issus du secteur financier, afin de bien comprendre nos enjeux et notre métier. Alors ça c'est très important, les perspectives d'emploi, parce que beaucoup d'auditeurs sont intéressés par ça. Donc premier poste à pourvoir chez vous, c'est le poste de commercial. Absolument. Et donc soit avec 2 ans d'expérience, soit des profils juniors qui ont une première expérience en salle de marché ou dans une banque. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place un programme, donc ça s'appelle l'IBAN First Academy. C'est un programme de formation et de développement des commerciaux qui nous permettent de les former à notre métier, à nos processus, mais également de les faire monter en compétences jusque vers des rôles de soit commerciaux seniors, account manager, customer success manager ou des rôles managériaux. Et alors ils sont payés comment ces commerciaux? Est-ce que c'est fixe plus commission ou est-ce que c'est un fixe tout simplement? Comment ça se passe? Non, ces commerciaux sont payés avec une rémunération fixe qui évolue au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de leur progression, mais également une rémunération variable. Alors vous avez dit la contrainte c'est minimum 2 ans d'expérience. Vous cherchez des profils de quel âge ou est-ce que vous acceptez les seniors? Ah oui, absolument. En fait, on accepte tout type de profil qui est susceptible de contribuer justement au développement commercial d'IBAN First. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils juniors qu'on a recrutés et qu'on est en train de former et de faire évoluer. Donc, on est plus axé peut-être sur des profils qui ont 2 ans d'expérience parce qu'on a déjà des profils qui sont en phase d'évolution au sein d'IBAN First. Ensuite, alors quels sont les autres postes à pourvoir chez IBAN First? Qui dit plateforme digitale dit également besoin de profils en recherche et développement, donc des ingénieurs. Donc on recherche des ingénieurs back-end notamment pour développer notre système de core banking avec de nouveaux connecteurs et de nouvelles normes. On recherche également des développeurs. Ça, c'est des postes à basés à Paris ou en région parisienne? C'est des postes basés sur Paris, mais également sur Dijon. Et ensuite, le contexte de crise sanitaire actuelle et tout cet environnement de télétravail
fait que maintenant, nous ne sommes plus forcément fermés à avoir des profils qui seraient peut-être dans d'autres régions. Ça veut dire que même pour une jeune entreprise comme vous l'êtes, jusqu'à présent, la direction managériale voulait que tout le monde soit en interne, finalement, pas de possibilité de travail à distance. Alors, mais là, vous avez vrai, changé votre exactement. fusil d'épaule. On a complètement changé de façon de voir les choses. C'est vrai qu'avant, on avait plutôt tendance à être assez précautionneux en se disant qu'on voulait garder les profils en interne pour des raisons de sécurité. Et puis on s'est rendu compte que justement avec le premier confinement, on était tout à fait capable de digitaliser l'ensemble de nos processus et de renforcer la sécurité de nos outils de façon à ce que tout le monde puisse télétravailler. Donc même avec des ingénieurs à distance. Absolument. Donc maintenant, on est tout à fait capable d'avoir et de recruter des ingénieurs à distance et ça nous permet de démultiplier en fait notre espace de recrutement, de fidéliser nos collaborateurs et puis de recruter plus large. On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet au niveau collaborateur dans quelques minutes. Quels sont d'abord les autres postes que vous avez à pourvoir? Alors je parlais de développeurs back-end, nous recrutons également des développeurs front-end pour comprendre les exigences des utilisateurs et les traduire en fonctionnalités fiables et intuitives pour garantir la meilleure expérience utilisateur. Et à côté de ça, on recrute également des rôles de data scientist pour analyser nos données, puisque on regroupe beaucoup de données et il faut être capable de les exploiter pour proposer de nouveaux services financiers à nos clients. Et enfin... Et alors, quels sont les profils de salaire de ces deux postes-là, que ce soit les ingénieurs ou les data scientists? Alors, c'est des profils... Quelles sont les perspectives de salaire? Ça dépend des écoles qu'ils ont pu faire et puis de l'expérience en termes de stage ou même par la on va suite. donner des fourchettes, si vous voulez bien. Mais si on donne une fourchette, c'est assez large. Hein. C'est entre 35 et 65-70 euros. Voilà, c'est à peu près les profils, les espoirs financiers. Si vous voulez donc répondre à ces offres d'emploi, si on veut vous contacter pour pouvoir y répondre, justement, comment fait-on, Jennifer Boss? Alors, on peut se rendre sur le site internet d'IBAN First. Et sur le site internet, vous allez trouver notre page carrière où vous allez avoir justement la possibilité de découvrir l'ensemble de nos offres d'emploi actuellement ouvertes. On peut répondre en français ou bien est-ce que l'anglais, là, c'est la langue parlée chez vous? On peut répondre en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, en tunisien, parce qu'on est présent également en Tunisie. Enfin, voilà. Donc à la limite, un développeur tunisien, s'il nous écoute, parce que je sais que les Marocains écoutent notre émission, s'ils nous écoutent, ils peuvent concourir et travailler à distance d'aussi loin. Ça vous dérange pas? Bien entendu, tout est possible à partir du moment où c'est un profil qui nous aidera à grandir, tout est possible. Alors revenons à votre métier qui en fait est-ce que pour vous le métier de DRH a évolué avec cette pandémie et qu'est-ce que pensent donc, vous me l'avez un petit peu dit en commentant les infos, qu'est-ce que pensent vos salariés du télétravail? Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire actuelle a fait que les DRH ont dû se réinventer pour réussir à accompagner l'entreprise et justement permettre à ses collaborateurs de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, le télétravail, c'est quelque chose qui est apprécié par les collaborateurs lorsqu'il est utilisé comme outil et de façon ponctuelle. Maintenant, quand c'est quelque chose que l'on doit faire au quotidien, 5 jours sur 7, c'est vrai que c'est assez délicat parce que les gens ont des contextes personnels et familiaux différents et c'est pas toujours évident de travailler full-time à distance. Donc aujourd'hui, notre rôle, nous, en tant que DRH, c'est de s'assurer que nos collaborateurs vont bien, donc on fait attention à leur bien-être, de s'assurer qu'ils ont les bons outils, d'être présent quand ça ne va pas et si vraiment c'est nécessaire, de pouvoir potentiellement les faire revenir au bureau. Est-ce que finalement les salariés vont oser vous dire ce qui ne va pas? Oui, absolument. Parce que souvent on a un petit peu peur du DRH parce qu'on se dit c'est l'arme de la direction et donc ils sont au garde à vous de la direction et franchement ils n'écoutent pas ce qu'on souhaite. La fonction, elle a vraiment changé. Hein. C'est plus du tout une fonction administrative, c'est une fonction de business partner, à la fois pour l'entreprise, mais également pour les collaborateurs. Nous, on est là pour avoir un deal gagnant-gagnant, à la fois que les collaborateurs s'épanouissent et évoluent au sein de l'entreprise, pour que justement ils soient contributifs et qui nous permettent de réussir. Donc, c'est de notre intérêt, en fait, que d'être présent pour les collaborateurs et de les écouter. Et on les sollicite de ce fait très régulièrement, surtout dans ce contexte actuel,
pour qu'ils nous fassent part de leur opinion. Et c'est vrai que ça fonctionne parce qu'ils sont assez proactifs. Alors Jennifer Boss, je rappelle que vous travaillez chez IBAN First. Est-ce que dans vos équipes, puisque vous êtes installés sur Paris, Dijon et puis peut-être d'autres lieux en France, est-ce que tout le monde a, justement, on parlait des outils numériques, la 4G, est-ce que tout le monde a ces outils-là chez vous ou pas encore? Ou est-ce qu'il y a des zones encore à améliorer en France? Alors je pense que, nous en termes d'outils du côté d'IBAN First, on fait en sorte de mettre à disposition l'ensemble des outils nécessaires pour que nos télétravailleurs puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, pour ce qui est de la 5G, 4G et de la fibre, comme on le soulignait en début d'émission, je pense que tout le monde n'est pas encore très bien équipé et qu'il demeure encore des zones disparités. Des disparités, tout à fait. Et justement, pour vos salariés, est-ce que pour vous, vous avez remarqué des difficultés de recrutement? Ou est-ce que la pandémie a au contraire facilité de trouver de nouvelles personnes? Je pense que nous, on n'a jamais interrompu nos processus de recrutement. Je pense qu'on recrute différemment. Je pense qu'il y a une vraie relation qui s'instaure avec le candidat. Et le candidat a besoin d'être rassuré. Il est un petit peu plus frileux justement pour changer de poste en cette situation de pandémie. Et de fait, en fait, on a vraiment créé une relation différente avec le candidat. On lui fait vivre une réelle expérience. On fait en sorte de respecter les délais de recrutement et d'être toujours en relation avec ce dernier pour pas qu'il soit dans l'incertitude pendant le processus. Ce sont des entretiens classiques que vous posez ou est-ce que vous posez des questions un peu spéciales? Alors je dirais que ce sont des entretiens qui avant tout sont adaptés à nos besoins nous au sein d'IBAN First. Donc ça va être des questions qui nous permettent d'évaluer à la fois les compétences techniques des collaborateurs, mais surtout le mindset des collaborateurs, leur savoir-être en entreprise, leur capacité à s'intégrer dans l'entreprise et à travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et là, quelles sont les questions que vous posez, par exemple, pour être sûr de leur adaptabilité? Alors, ce qu'on va poser principalement comme questions, ce sont des questions notamment sur les différents challenges qu'ils ont pu avoir à relever par le passé. Comment est-ce qu'ils ont été amenés, en fonction de différentes situations, à travailler en équipe. Et voilà. Merci beaucoup Jennifer Boss. Vous avez entendu, si vous cherchez du travail, ben voilà, quelques pistes. En tout cas, comment fait-on, Jennifer, pour vous contacter si on est intéressé par ces 3 postes-là, je rappelle, commercial, développeur ou data scientist? Alors, on se rend sur le site internet d'IBAN First et plus précisément sur la page carrière d'IBAN First. Et voilà, c'est tout simple. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir bravé la pandémie et d'être à mes côtés ce matin. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, si vous voulez réécouter l'émission, eh bien, vous allez sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre plateforme barredeleconomie.fr. Ciao, ciao, très bonne journée. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous. Demain, c'est Jacqueline Voraz et moi, je vous dis à mercredi.